Bonjour à tous, salut Jérôme, salut Marco. Bonjour. Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour cette sixième édition de It's Time, où comme on l'avait un petit peu annoncé la dernière fois, on change le format, on va pas vous présenter des fonctionnalités avec, avec un invité surprise qu'on va bientôt faire arriver. Bon, on espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts pour une session haute en couleurs où on attend vos questions comme d'habitude avec impatience. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Michel Durocher, qui va donc nous parler de Time Tonic sans surprise à travers différents thèmes qu'on a un petit peu préparés. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martial, bonjour Jérôme, bonjour Marc-Olivier. Bonjour à tous. Donc là, plus que jamais, c'est le moment. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On en a préparé, bien sûr, mais les vôtres sont prioritaires. Sauf s'il y a une censure. Oh, on n'est pas là pour censurer. Peut-être parce que Martial, tu as évoqué Jean-Michel. Alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas. On ne sait jamais. Peut-être que tu peux te présenter, Jean-Michel. Ouais, bien sûr. Donc Jean-Michel Durocher, je suis le président et le fondateur de Time Tonic et ravi de pouvoir échanger avec vous. Et puis merci encore et bravo pour tout ce que vous faites. On suit religieusement cette émission, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir participer. Merci à toi. Est-ce que tu peux juste te donner un petit peu 2-3 éléments sur ton parcours? Est-ce que tu es plutôt un peu, toi, tes parcours techniques ou plutôt côté sales, vente ou pour... Perso, oui, effectivement. Donc moi, je suis ingénieur de formation avec un master en mathématiques appliquées. J'ai travaillé en reconnaissance de la parole beaucoup sur les téléphones et aussi sur des serveurs téléphoniques pour des fabricants de téléphones et des équipementiers au Canada, en France. J'ai travaillé aussi en reconnaissance de la parole, en reconnaissance d'image, pardon, en plus de la reconnaissance de la parole. Donc également sur l'inspection industrielle et ensuite beaucoup sur les essais non destructifs. Donc utiliser les ultrasons, les courants de Foucault, le magnétisme, etc., pour trouver des défauts dans les matériaux. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé sur des contrats avec la NASA, avec l'armée canadienne, l'armée américaine. Donc, si la station spatiale qui est en orbite, la station internationale, ISS, est en partie inspectée avec des logiciels que j'avais développés pour vérifier que tout était bien avant d'envoyer dans l'espace. Voilà, on était sous-contractant de Boeing qui a travaillé pour la NASA. Du coup, bientôt Time Tonic embarqué dans l'espace aussi, peut-être. Mais écoute, on n'a pas encore de discussion de ce côté-là, mais ça serait un secteur très intéressant, effectivement. Donc voilà, parcours plutôt technique initialement, et puis j'ai créé une première société en 98. Donc ça me rajeunit pas, j'ai quelques cheveux gris, et on a développé une plateforme qui permettait de faire de la cartographie sur Internet, et ensuite une application mobile qui permettait donc d'accéder à ces données en mobilité, puis petit à petit de faire de la navigation GPS sur téléphone mobile. Et donc, si vous utilisez Google Maps ou Waze, j'ai déposé le brevet en 1996 sur l'utilisation de la cartographie en mode serveur et ensuite sur terminal. Et donc, la première société, Webraska, s'est bien développée, puis on l'a revendue en 2007. C'est intéressant de voir, parce que du coup, ça explique un peu aussi pourquoi il y a la partie géographique, finalement, est assez importante aussi dans Time Tonic. Et puis aussi la partie IA, quand on pense finalement à la reconnaissance d'images, de texte et tout, ça fait penser aussi à ta sensibilité par rapport à ça, je pense. Oui, l'IA, effectivement, c'est un sujet depuis le début de Time Tonic, l'approche data first, c'est-à-dire que pour l'IA, il faut de la donnée, soit pour l'entraînement, soit pour évidemment l'utilisation. Et c'est dans la philosophie de Time Tonic qui dit que l'important c'est la donnée, c'est pas tellement l'interface, même si évidemment on essaie de faire des choses qui sont faciles et agréables à utiliser, mais quand on y accède via une API, via une application mobile, via le web ou via du chat, l'objectif reste le même, c'est de gérer
ses propres informations de manière très très simple et de pouvoir construire ses propres outils. Et donc évidemment l'approche data first est primordiale pour ça, et tout ce que l'engouement qu'on a sur l'IA grâce au fabuleux modèle LLM et l'entraînement sur des milliards de données qui donnent des performances incroyables, et ben ça prouve que cette approche de data first est extrêmement importante pour les entreprises, pour tout le monde. Ouais, finalement, tu étais déjà un petit peu précurseur avec la navigation sur mobile en 96. Ouais, absolument. 96-98, quand on a lancé, c'était les tout premiers téléphones où il y avait des petits écrans verts. Et puis il n'y avait pas encore de position. Même la position GPS n'était pas encore démilitarisée. À l'époque, le gouvernement américain contrôlait. La précision était réservée à 100 mètres pour les applications civiles. Et ensuite, ça s'est démilitarisé. L'arrivée à une précision inférieure à 10 mètres qui permettait de faire du guidage. Et effectivement, mais les terminaux supportaient pas. Donc les premières applications, c'était d'abord du calcul d'Internet, calcul d'itinéraire sur Internet, et puis des accès à mobilité, ce qui était déjà une petite révolution à l'époque. Hein. Maintenant, c'est naturel d'utiliser son téléphone, mais à l'époque, quand je disais téléphone plus GPS, déjà on disait le téléphone, on était au début du téléphone mobile, ensuite le téléphone mobile dans la voiture. Alors là, c'était voilà. On avait évidemment interdiction de téléphoner, donc se dire qu'on allait être guidé en téléphone. Donc, et puis le GPS, personne ne savait ce que c'était. Donc c'était évidemment une vraie éducation à l'époque. Et justement, tu es allé chercher qui comme cible à l'époque, ou tu avais qui en tête comme cible, comme usage, comme marché? D'abord, c'était vraiment usage personnel, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'était le premier business plan que j'avais fait, c'était le monde dans sa main, donc on avait l'accès au monde entier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un téléphone, c'est vrai que des applications de type Carto, c'est quand même une des plus utilisées, hein, de pouvoir à n'importe quel moment trouver un itinéraire, trouver une adresse, se diriger, trouver une information. Et donc c'était pour un usage personnel, mais via des partenaires. Donc on visait les opérateurs télécoms qui s'ouvraient à l'Internet mobile à l'époque, hein, et SFR avait été le premier en Europe à lancer de l'Internet mobile, et ils nous avaient choisi, c'était notre premier gros contrat. Premier contrat et premier gros contrat, ils nous avaient été choisis comme fournisseur, ce qui a permis après le développement de la société. À la fin, on avait plus de 19 clients opérateurs qui travaillaient avec TimeTonic. Et ensuite, on s'est lancé plus dans les applications professionnelles de type gestion de flotte de véhicules, etc. Alors, du coup, tu parlais de TimeTonic. Donc là on est toujours dans justement par rapport à la jeunesse de TimeTonic, est-ce que tu peux donner un petit peu les dates, et puis comment, du coup, tu en es arrivé à... déjà, le nom aussi, peut-être, TimeTonic. L'idée du départ. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que quand j'ai quitté Webraska, ma première société, je réfléchissais, je suis resté plusieurs années quand même, hein, avec les gens qui avaient acheté la technologie et la plateforme de la société. Et donc j'étais DG pour la société. Ensuite, j'ai quitté pour travailler pour étant directeur général Europe d'une boîte américaine qui vendait de l'infrastructure pour les opérateurs télécoms. Et il se trouve que dans cette société, c'était une beaucoup plus grosse société, ils avaient des ERP qui étaient un enfer à utiliser, des CRM qui étaient infernaux à utiliser. Les notes de frais, c'était infernal à utiliser. Et donc, moi, j'avais une équipe d'une 40aine de personnes entre les équipes sales, les équipes projet et tout ça. Donc, j'avais à la fois des besoins de gestion pour moi et pour mes équipes, et puis j'avais aussi des besoins pour faire le reporting vis-à-vis global sur les outils ERP, et c'était vraiment, vraiment infernal. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il doit y avoir quand même un moyen plus simple de pouvoir s'organiser, de pouvoir travailler en équipe de manière simple. Et comme j'avais dans l'idée de recréer une société, donc j'avais 3 projets, et ça, c'était un des 3 projets, TimeTonic, c'était vraiment pouvoir créer un outil, une plateforme simple. Et le plus simple et initial, c'était vraiment de dire je peux envoyer un SMS pour noter une idée ou pour saisir une note de frais. Donc, et ça marche toujours dans TimeTonic d'ailleurs, hein, tu peux faire plus NDF PH33, et ça va te créer une ligne dans une table, une base de données NDF, et puis ça va rajouter PH et 33. Et donc, c'est vraiment zéro effort, et
déjà une notion de communication et de ce que j'appelais à l'époque des micro-tableurs. Donc ça a été l'idée initiale, c'était vraiment de trouver un moyen très très simple de pouvoir créer ses propres outils avec une interface la plus simple possible. Là, c'était l'envoi de SMS. Et c'était en quelle année ça, du coup, pour resituer un petit peu? Alors ça, le démarrage, l'idée, c'était 2012. Donc ça remonte à un petit moment. Dans les dates, un petit peu, pour te donner une idée, effectivement, donc en 2014, j'ai lancé avec une version un peu plus grand public pour tester. C'était en mode test. Et on est rentré dans l'incubateur de start-up du groupe Orange qui s'appelle Orange Fab. On était dans leur première promotion et qui a fait confiance. Ils disaient, tiens, communication, messagerie, application sur téléphone, ça leur semblait intéressant. En 2015, on a eu un premier client. Donc, tu vois, c'était tout petit. Hein, j'étais tout seul à développer. Hein, je codais encore à l'époque, ce que je ne fais plus depuis quelques années. Mon CTO m'a jeté. Il m'a dit non, Jean-Michel, tu touches plus au code. Et tu as d'autres choses à faire. Et il avait raison, évidemment. Mais je sais encore un petit peu ce qui se passe et c'est quand même utile. Donc oui, 2014, premier client. Donc du coup, c'était mon ancien employeur Romware pour qui je travaillais comme DG Europe, qui avait besoin d'un CRM et qui utilisait un équivalent de Salesforce, mais qui était très très lourd à utiliser. Ils s'est dit bon, on a besoin d'un truc plus simple. Il disait ton approche, ton idée de tableur base de données où on va pouvoir un peu créer nos tables, suivre nos activités nous-mêmes, ça m'intéresse. Et donc, ça avait été notre premier client. Et donc, j'utilisais Timetonik comme CRM. Et du coup, évidemment, on n'avait pas encore énormément de fonctionnalités, on n'avait pas encore la gestion des fichiers, on l'a ajouté, etc., etc. Et en 2016, on a lancé officiellement. Donc là, c'était vraiment, donc on a pu rôder avec un premier client. En 2016, on a lancé officiellement. On avait commencé aussi à développer l'application mobile parce qu'on s'est vite rendu compte aussi que juste l'accès SMS n'était pas terrible en mobilité et que les smartphones commençaient évidemment à être très très puissants et qu'on pouvait faire des tas de choses intéressantes. Donc on a développé une application mobile. Et puis en plus, quand tu dis l'application, c'est même les applications, parce que c'est des applications natives, donc un double développement. Quoi, alors, la première version, en 2016, c'était du Cordova. En fait, ça prenait l'application web et ça la mobilisait sur multi-OS. On s'est dit, bon, ce sera plus simple d'avoir un même framework, de pouvoir utiliser un code commun web, mobile, etc. Et du coup, honnêtement, c'était pas extraordinaire. La première version était vraiment pas top en termes d'ergonomie, c'était lent, et puis essayer de convertir du web en mobile, c'était pas parfait. Et donc, on avait une première version, mais c'était déjà génial. C'est-à-dire que tu pouvais en mobilité accéder à tes données, tu pouvais créer du coup tes propres tables sur le web, automatiquement tu l'avais sur mobilité, et donc tu avais tes applications mobiles natives sans aucune programmation, ce qui était vraiment incroyable parce que c'est quand même quelque chose de coder en iOS ou en Android. Et donc on a gagné, on a lancé un salon Mobility for Business et on a gagné le prix de la meilleure innovation technologique. Et on a commencé à travailler avec des clients dans la mobilité, justement, pour la gestion d'intervention, pour les techniciens notamment. Et on a eu un premier client qui était Engie. Et d'ailleurs, c'était assez magique parce qu'ils ont... c'est un premier client Engie, je crois qu'on est en 2017-2018. Et sur vraiment les applications pour les techniciens. Et c'était intéressant parce que ça avait vraiment remplacé des développements classiques où ils avaient pris 3 développeurs pendant 2 ans pour remplacer du papier crayon Excel, et ils avaient créé une application mobile, donc 2 ans pour créer leur application, et en fait, du coup, c'était une application qui était rigide, qui était complexe à modifier, et qui avait, chaque fois qu'ils avaient des évolutions, il fallait rappeler un développeur, tiens, il est plus disponible, il faut trouver un autre développeur qui replonge dans le code et qui repart pour 6 mois avant d'avoir changé, ajouté un formulaire ou changé une option. Et donc, le responsable des opérations avait décidé de tester Timetonik, qui avait entendu parler de nous par une autre équipe. Et en quelques semaines, donc le responsable des techniciens, Jérôme Beauchamp, avait incroyablement pu réussir à redévelopper l'application mobile complète, mais en plus, tout ce qui était planification en amont et tout ce qui ensuite était la gestion des données, puisque c'est comme c'est dans la base de données, permettait d'avoir une application complète. Et Engie nous avait dit, ce que j'aime bien donner comme exemple, on a gagné 20 ans de développement parce que c'est 10 fois mieux que ce qu'on a pris 2 ans à faire et on l'a fait en quelques semaines.
Du coup, j'imagine que vous étiez en concurrence avec d'autres acteurs aussi. Tu connais un peu les acteurs à qui tu étais en concurrence là-dessus? Là, c'était surtout des applications sur mesure, donc c'était par rapport au développement classique, où il y a toujours l'équation qui est ça prendra plus de temps, mais après on n'a pas besoin de payer de licence, donc on est propriétaire, on n'est pas dépendant, donc il y a toujours cette question code, no code, quand on a besoin de créer des nouvelles solutions, et puis ensuite il y a toujours la même chose, plateforme ou pas plateforme, et du coup l'approche et la question était là dans ce qu'ils avaient comme solution à l'époque de gestion d'intervention ne correspondait pas à leurs besoins. Et puis le projet, c'est extrêmement bien développé. Maintenant, ils gèrent des centaines de milliers de capteurs dans des gares, des bâtiments, des bureaux, etc. Et puis ça s'est répandu dans le groupe Engie. On a plus de 15 divisions différentes qui travaillent avec notre solution. Donc la valeur a été prouvée, mais par des gens qui initialement les métiers étaient à fond parce que enfin ils avaient la possibilité. Quand tu dois attendre 2 ans avant que ta DSI te donne la solution qu'il te faut, puis tu restes avec ton Excel que tu remplis le soir et puis tu mets en pièce jointe les photos dans un email que tu envoies à ton gestionnaire qui reçoit 200 fois ça fois 200 techniciens et qui doit se casser la tête pour gérer ça. Et en attendant d'avoir leur solution. Donc là, ils avaient l'autonomie de créer la solution qui correspondait exactement à leurs besoins. Et donc c'était une petite révolution, mais la DSI au début n'était pas très très favorable, mais petit à petit s'est rendu compte de la valeur, et puis maintenant c'est évidemment une plateforme qui est extrêmement utilisée. Et la vision, elle a toujours été un peu no code, data first et outils faciles à développer, etc. Enfin, la vision qui est toujours SaaS, etc. Tous ces critères-là étaient déjà dans ta tête depuis le début ou c'est... Depuis le début, c'était, je dis à l'époque, j'appelais ça des micro-tableurs. Donc, c'était cette logique de combiner facilité d'utilisation et pouvoir paramétrer soi-même. Donc, on crée soi-même l'autonomie de pas être dépendant d'un éditeur, de pas être dépendant de consultants et de pouvoir vraiment faire les choses soi-même quand on sait ce qu'on veut faire, si on a la capacité à le faire. Et donc, c'était depuis le début cette approche-là. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont beaucoup améliorées en termes de plateforme et de scalabilité et de technologie. On n'avait pas les automatisations à l'époque, on les a, on n'avait pas beaucoup de choses qui sont disponibles aujourd'hui, mais la vision était là depuis le début. Ce qui a un peu changé, c'est que le tout début, c'était un peu plus orienté grand public, c'est-à-dire c'était plus pour moi. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, je te disais, la première application mobile, c'était un peu moche. Et en fait, c'est très compliqué de faire du pur grand public. Il faut vraiment, ça demande énormément d'investissement. En plus, c'est des modèles économiques où tu joues sur le volume. Donc, c'est-à-dire que tu dois investir énormément. C'est vraiment une logique de production où tu dois investir des millions et des millions. Et on n'avait pas cette capacité-là. Et puis, en fait, dans le background, dans l'ADN de moi, je suis un gars d'entreprise, quoi. Toujours travailler sur les besoins business. Et donc, c'était beaucoup plus logique de dire non, en fait, il y a des besoins CRM, il y a des besoins de techniciens, il y a des besoins de gestion RH, il y a des besoins de gestion de planning et tout ça, et ça faisait beaucoup plus de sens. Donc il y a eu un peu ce pivot entre l'idée initiale un peu plus perso et ensuite vraiment les fonctions plus entreprise. Ouais, puis finalement, dans les débuts de TimeTonic, là, dans les années entre 2014 et 2015, tout le travail que tu avais déjà fait d'être un peu précurseur sur les technologies du GPS. Donc là, je rebondis sur la question de Julien. Est-ce que ça t'a vraiment aidé pour évangéliser TimeTonic, pour aller quelque part le vendre, démontrer sa puissance, son utilité? Parce qu'il y a quand même un lien entre les deux technos. En fait, il y a un lien, effectivement. Il y a d'abord l'approche serveur. Donc l'expérience, moi, d'avoir travaillé dans les applications critiques pour des opérateurs téléphoniques qui doivent supporter des millions potentiels d'utilisateurs, fait que déjà au niveau architecture et au niveau scalabilité, ça a toujours été un critère et une criticité qui était un enjeu très important. La deuxième chose, c'est effectivement la notion de position, et pour le GPS, ça a toujours dans la tête, effectivement,
d'utiliser la force. À l'époque, c'était j'ai de l'internet, j'ai du mobile, qu'est-ce qui manque? Il manque la position. Et là, on a un trio extraordinaire qui va très très bien ensemble. Et là, la position reste quelque chose d'intéressant, mais comme il y avait, je voulais pas dupliquer non plus la première société. Donc, on a vraiment cherché plus des applications autres, mais petit à petit, effectivement, il y a un petit peu plus de mobilité, enfin pas de mobilité, mais de position. On va continuer à s'insérer de plus en plus dans TimeTonic. Ouais. Et quand tu dis que tu voulais pas dupliquer l'autre société, justement, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu as regardé un peu ce qui existait aussi dans la concurrence à ce moment-là, ou tu avais ton idée Quand j'ai créé TimeTonic, en fait, pour moi, la concurrence, c'était uniquement les ERP et Excel. En fait, il y avait les deux. Il y avait deux ça. Et puis après, il y avait un cas d'usage très important qui était la gestion de projet, où là, il y avait effectivement le début un peu, il y avait Trello, donc les cartes, il y avait des idées de Asana qui commençaient à développer un peu des choses, etc. Mais le gros, c'était les ERP pour de la gestion d'entreprise. Et c'était tellement lourd et tellement compliqué à mettre en place avec des coûts monstrueux. Et encore aujourd'hui, moi j'ai des boîtes avec qui je discute, ils sont 200 personnes et ils sont en train d'investir 20 millions d'euros pour mettre en place du SAP ou du Salesforce. Enfin, pour moi, c'est une aberration totale. En fait, c'est criminel presque. Et en plus, les délais qui vont avec, quoi. Donc, c'est incroyable. Et donc, c'était ça le premier, c'était de dire, mais non, c'est pas possible. Il y a une autre solution. C'est toujours la même chose. Quand il y a quelque chose qui est lourd, complexe, cher, eh bien, il y a toujours besoin de contourner un rocher au milieu de la rivière, quoi. Il faut passer autour, quoi. C'est pas possible. Et ensuite, sur donc la concurrence, c'était plus de ce côté-là. Et j'avoue qu'à l'époque, pour moi, je connaissais rien d'autres d'équivalents. C'est après, j'ai entendu parler de Airtable, qui par exemple, qui a été évidemment aussi un des précurseurs. Alors, évidemment, chaque fois qu'on mettait 10 000 euros, ils mettaient 1 million. Quand on mettait 100 000, ils mettaient 10 millions. Donc, ils avaient un peu plus de moyens. Donc, on a dû travailler de manière un peu différente, mais avec beaucoup de succès parce qu'on était beaucoup plus proche de nos clients pour le coup, parce que nos clients nous faisaient confiance. Donc, on était obligé aussi de répondre à leurs besoins. Donc, peut-être plus métier, plus précis sur les besoins d'utilisateurs au quotidien, avec des fonctionnalités comme le mode offline, des fonctions comme la gestion des emails, les QR codes, la notation sur photo en mobilité, et tout un tas de fonctionnalités d'affichage complet pour que la plateforme soit autonome et que ça soit utilisable au quotidien et pas seulement juste un peu de base de données un peu geek, mais que ce soit vraiment une plateforme complète de gestion. Donc ça nous a imposé, en fait c'est toujours intéressant, les restrictions nous imposent aussi à se concentrer sur un certain nombre de choses. Mais ça a permis de... Donc oui, pour répondre à ta question sur la concurrence, à l'époque, c'était Excel et c'était des gros ERP, quoi. Et du coup, tu as parlé des utilisateurs. Nous, on a quand même une bonne idée de comment vous écoutez les utilisateurs, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment vous êtes à l'écoute finalement des utilisateurs? Parce que c'est aussi une des choses qui vous démarque d'autres concurrents notamment. Alors c'est vrai que, comme je te dis, depuis le début, on sait qu'on n'a pas les mêmes moyens d'avoir une approche consumer first Apple like, qui est en gros le client n'est pas important, c'est moi qui décide. Ça c'est bien quand tu as des énormes moyens et que tu peux presque imposer une approche et que tu peux investir 2 ans, 3 ans à peaufiner une interface en disant ça faut que ce soit vraiment parfait. Et ensuite, donc ça c'est super. Moi je suis sûr que d'abord j'ai mon fils qui travaille chez Apple, donc je ne dirais pas de mal d'Apple. Ensuite tout le monde dans ma famille est à fond Apple. Moi je suis encore Android, mais bon. Donc mais ça reste superbe de pouvoir investir à fond sur un produit, mais ça demande des moyens incommensurables, puis il faut pas trop se planter non plus. Et donc et puis à l'inverse, je te dis, moi j'ai été tellement frustré qu'on m'impose un outil en disant voilà, c'est comme ça, et puis tu peux rien faire avec. Donc pour moi c'est antinomique avec la philosophie de TimeTonic, qui est de dire je veux donner l'autonomie aux équipes, je veux permettre aux gens de faire par eux-mêmes. Je veux pas dire c'est comme ça qu'on fait, je veux dire voilà, on veut une plateforme qui doit donner
à ceux qui ont envie. Ça ne correspond pas à tout le monde. Il y en a qui sont vraiment utilisateurs simples. Mais ceux qui ont cet esprit un peu de liberté, d'envie de faire par eux-mêmes, de ne pas suivre le moule et qui ont envie de prendre les choses en main, si tu dis c'est comme ça et que tu n'écoutes pas, c'est pas bon non plus. Enfin, ça me paraît pas c'est pas logique avec ma philosophie. Donc, c'est sûr qu'on fait très attention à ça, en essayant d'éviter le biais, le danger, évidemment, c'est que ça soit un arbre de Noël qui fasse trop de choses, et aussi que on fasse du spécifique. Et ça, c'est toujours la contrainte, parce que quand tu as un gros client, quand tu as un Airbus qui te dit j'ai besoin de telle chose, et que tu as 100 000 € en jeu, évidemment, ça peut être tentant de rajouter des fonctionnalités qui ne vont pas servir à d'autres. Et donc, il faut éviter ce biais de trop de choses et de trop spécifique. Et donc, ça demande parfois, effectivement, aussi des questions de priorisation, en disant, non, ça serait chouette, mais du coup, ce serait trop complexe à comprendre, parce qu'il faut aussi comprendre à l'utiliser, comprendre à mettre en place, ou on a d'autres choses un peu prioritaires par rapport à d'autres philosophies, donc on ne peut pas non plus tout faire, parce qu'on doit aussi tenir compte de grosses priorités, parfois sur la performance, parfois sur la scalabilité, parfois sur telle fonctionnalité qu'on trouve essentielle. Donc, on reste quand même sur des grands actes, des grandes pierres, si tu veux, dans lesquelles on essaye de mettre dans la jarre en termes de priorité. Puis après, on laisse les plus petits idées compléter et enrichir des fonctionnalités en fonction du retour, du feedback qu'on fait avec nos équipes. Donc, c'est pas un exercice facile, mais pour moi, c'est critique et ça fait partie de la philosophie d'une plateforme no-code. C'est-à-dire que ça doit être les clients, les utilisateurs qui peuvent influencer la plateforme, et on est ravis de pouvoir le faire à la mesure de nos moyens. On aimerait être 10 de plus ou 100 de plus, mais on essaie d'écouter le plus possible. Oui, justement, là, tu parles un petit peu d'effectifs. L'équipe, elle a évolué comment dans le temps depuis donc 2012, tu étais tout seul derrière ton PC à commencer à aligner les lignes de code. Voilà. Et puis, comment est-ce que tu as des dates ou des étapes un petit peu marquantes entre 2012 et puis aujourd'hui sur Alors, l'évolution? des étapes et des tailles. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. On a prévu 5 recrutements d'ici la fin de l'année. Au niveau sales, au niveau projet, au niveau développeur. On a un nouveau développeur, un niveau front qui vient d'arriver il y a peu de temps. On a eu l'année dernière un cas compliqué parce qu'on a eu notre CTO qui a quitté la société pour des questions de santé. Et c'est compliqué pour un éditeur quand... et surtout Jean Point, donc super CTO, il était là depuis pas tout à fait le début, mais enfin depuis longtemps. Et le début, il était en freelance, il travaillait en freelance pour nous sur l'application mobile. Et puis petit à petit, on a convaincu de pouvoir se joindre à nous. Et puis il a pris l'ensemble de la plateforme en main. Et donc on a fait des grands bonds autour de ça. Et puis le lancement de la V7 qui a été une grosse évolution. Mais donc au niveau des équipes, il y a eu ce cas et on a eu la chance, dans notre malheur, de trouver un nouveau CTO rapidement en septembre de l'année dernière, Benoît Ossec, qui est aussi extraordinaire et qui a aussi des compétences complémentaires qui nous permettent aussi de rajouter des fonctionnalités sur la scalabilité, sur la croissance de la société qui sont extrêmement intéressantes. Donc, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Mais sinon, donc, au début, effectivement, pour revenir un tout petit peu en arrière, donc 2012-2013, il y avait un autre développeur freelance, Julien Dupérat, qui était un ancien de Webraska, qui avait quitté et qui a travaillé avec moi en mode freelance. Ensuite, petit à petit, commençait à recruter les premières personnes. C'est compliqué parce qu'il faut embaucher, il faut payer, il faut pouvoir le justifier. Donc, soit c'est des clients, soit c'est des investisseurs. Donc, il y a eu un peu des premières levées de fonds aussi. D'abord, Friends and Family. Papa, maman, maman pouvait pas, mais papa qui met un peu de sous, les frères et sœurs, les amis, les réseaux. Tiens, des gens qui me connaissaient. Mon ancien patron qui a dit Jean-Michel, je comprends rien à ce que tu veux faire, mais je sais que c'est toi, tiens, voilà 100 000 €, débrouille-toi avec. Donc, c'est bien parce qu'il y a une confiance et qui se met dedans. Puis ensuite, ça c'est pas mal d'autres investisseurs avec le temps. On n'a pas levé de fonds avec des grands fonds,
mais on a eu quand même pas loin de 3 millions d'euros d'investissement, avec notamment avec une... alors moi, j'ai mis perso des sous, hein, j'ai mis plus de 500 000 euros en perso. Ça aide aussi, évidemment, d'avoir pu vendre une première société et les moyens de vivre pendant plusieurs années sans se payer, parce que l'argent sert à payer les autres, mais pas à se payer soi-même initialement. Donc investir dans un produit, c'est dur, hein. Il faut investir, il faut convaincre des clients, mais s'il n'y a pas de produit, on ne peut pas convaincre de clients. Si on n'a pas de clients ni de produits, comment est-ce qu'on convainc des salariés, des personnes à se joindre à l'équipe? Donc c'est une étape, c'est une espèce de mayonnaise. Il ne faut pas mettre trop d'huile en même temps. Et du coup, c'est un petit peu pour ça, il me semble, qu'au début, Time Tonic fonctionnait un peu sur le mode je fais du conseil en même temps que j'essaie d'implanter le. Tout à fait. Donc on avait alors la société elle-même, donc qui est Omele, créée en 2009, c'était une société de conseil. Et dans ce cadre-là, petit à petit, j'ai développé le produit. Ensuite, ça a été que Time Tonic sur le produit, mais effectivement, quand on avait NJ qui nous disait il manque la lecture QR code, on disait écoutez, si vous pouvez nous payer, parce que là, malheureusement, on ne peut pas. Donc, on développait aussi un peu plus en fonction de besoins urgents de certains clients. Et ensuite, effectivement, on faisait de l'intégration, on faisait de la mise en place. Maintenant, on a de plus en plus de partenaires comme vous, comme des spécialistes comme vous, qui vont adopter la plateforme et qui vont la mettre en place, qui vont faire la formation, qui vont faire l'intégration chez les clients. Et avant, on faisait ça. Donc, ça faisait partie aussi de nos revenus. On en fait encore dans certains cas, mais de moins en moins. Et donc, c'est sûr que c'était un moyen, effectivement, de gagner des sous, de mettre en place la solution chez les clients. Je reviens juste sur Time Tonic, parce que je crois que tu n'as pas répondu tout à l'heure. Ou alors, ça vient d'où le nom, en fait? Le nom, alors, le nom, en fait, c'était vraiment le gain de temps. Tout simplement, c'était de dire, en fait, moi, j'en ai marre de devoir, attendre des mois ou des années avant que j'ai le bon outil. 2, utiliser des outils qui me prennent, les notes de frais, pour te donner l'exemple du SMS. Enfin, quand ça te prend 5 minutes pour faire tes notes de frais, quand on a 3 à faire, parce qu'il faut que tu ouvres une application, machin, etc. Et que du coup, tu attends. À la fin, tu as une enveloppe avec 2000 euros de billets d'avion, de notes de frais, et puis hop, merde, tu perds ton enveloppe et toutes tes notes de frais sont perdues. Enfin bref. Donc, il fallait que ça soit facile à utiliser et facile à paramétrer. Et donc, l'idée, c'est vraiment de gain de temps, quoi. Et donc, et quand on s'en rend compte, en fait, dans la vie, je viens de perdre ma maman, malheureusement, et ce que tu as de plus précieux, c'est le temps. Je veux dire, le temps que tu as pour toi, le temps que tu as avec les autres, et c'est une quantité limitée. Donc, quand j'ai un client comme NJ qui me dit j'ai gagné 20 ans, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu sais, vous savez ce que vous faisiez il y a 20 ans, mais vous êtes tous tellement jeunes, mais vous étiez encore. Attends quoi, j'ai pas mal de cheveux blancs, moi. Mais ou ce que vous ferez dans 20 ans, je veux dire, c'est énorme, 20 ans. Donc, faire gagner 20 ans à une entreprise, c'est fabuleux. Donc voilà, l'idée de Time Tonic, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment gagner du temps à la fois dans la conception de ces outils et dans l'utilisation, parce que souvent aussi les ERP ou les outils complexes, c'est tellement lourd à mettre en place, donc à mise en place, et 2, à utiliser, c'est tellement complexe qu'en fait, ça prend du temps. Bien sûr, on gagne au total en productivité, mais donc il faut que ce soit simple, et moi j'aime beaucoup dans Time Tonic l'idée de pouvoir créer des vues miroirs, on isole, on ne donne que ce dont on a besoin d'être utilisé. Alors, bien sûr, il y a des questions de sécurité, etc. Mais c'est aussi, on simplifie. On donne que j'ai besoin de telle chose et c'est tout. Et ça permet de gagner du temps et de simplifier tout ça. Je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de développements, je trouve, qui sont faits dans le sens où ça doit rester simple d'utilisation. Et peut-être, je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites parce que ce serait trop complexe, souvent, UX ou autre, qui fait que vous ne faites pas. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelque chose est fait, c'est pour que ça soit simple à utiliser un peu par tout le monde, quoi, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que souvent, on a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment le rendre simple. Et on est parfois preneur, on a des discussions, même d'ailleurs sur le Slack des Time Toniciens, dire mais comment on ferait ça? Parce que l'idée est super, mais comment on fait ça de manière simple, quoi? Si c'est trop complexe à prendre en main, même si c'est plus facile pour les développeurs,
enfin nos développeurs à nous. Mais si c'est trop complexe à comprendre ou à utiliser, ça va pas. Donc ça reste une grosse, effectivement, un gros enjeu tout le temps. Ouais. Parce qu'il y a quand même une compréhension, comme dans nos codes, une compréhension de la plateforme qui ne doit pas être trop complexe à manipuler non plus pour que il y a plus de gens qui adhèrent quand même à la plateforme. Parce que c'est quand on le voit sur certaines plateformes actuellement, ça se développe beaucoup, mais ça devient vraiment très, très technique. Et c'est vrai il y a toujours je le vois que j'ai déjà développé sur d'autres plateformes. Le souci, c'est que ça va à l'exponentiel, quoi. Après, on va dans la complexité, ça devient beaucoup plus complexe, on fait beaucoup plus de fonctionnalités, mais d'un côté, tout le temps de développement et toute la complexité qu'il y a derrière, c'est pas tout le monde qui peut l'appréhender, quoi. Et effectivement, c'est pour ça que cette approche pour moi Data First est si essentielle, parce que l'important c'est d'abord l'information. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir ajouter plus des choses au niveau des interfaces ou du pixel perfect ou des choses. Alors il y a des choses très sympathiques qui arrivent sur le mobile. Petit preview, on vous donnera certainement à certains privilégiés un petit peu en avance, mais on commence à faire des choses très 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 sympathiques sur le mobile. Et ça s'étendra aussi sur les autres, mais toujours dans cette logique d'être super simple à paramétrer pour pouvoir customiser un peu plus l'interface. Mais quand j'entends qu'il faut, je sais pas, 6 mois pour être un expert mobile, je me dis, mais on n'est plus dans du no-code, quoi. Il faut, tu vois, normalement, en Time Tonic, en quelques heures, on a déjà compris le premier niveau, on est ceinture verte, et puis ensuite quelques jours de formation ou un peu plus si on prend le temps de tout faire par soi-même, mais on devient ceinture noire. Après, bien sûr, comme tout sport de combat, il faut faire un peu de kata, il faut s'entraîner, et puis, mais voilà, c'est complètement autre chose, quoi. Donc pour moi, ça reste très important, effectivement, que on puisse adhérer et utiliser facilement la plateforme, c'est clair. Et du coup, par rapport à, si on reste un petit peu sur la partie front, quelle est votre vision par rapport au front externe, c'est-à-dire par rapport à l'accès externe à Time Tonic? Bah, aujourd'hui, donc je te dis, l'objectif, c'est toujours concentrer d'abord sur la plateforme, hein, donc base de données, purement la donnée, la scalabilité, la sécurité. Donc on travaille beaucoup sur des aspects de HDS, hébergement de données de santé. On travaille sur la certification SecNum Cloud, qui est le plus haut niveau de sécurité pour les clouds français souverains, pour les ministères publics, pour les grandes administrations, les hôpitaux, etc. Donc ça reste évidemment au cœur et c'est une vraie force. Et après, le front, c'est toujours une logique de dire il faut que ce soit simple à mettre en place. Et pour le moment, c'est un clic. Hein, je choisis telle vue, tel paramètre, j'ai du Kanban, du timeline, etc. Je peux créer mon formulaire, je peux créer mes tableaux croisés dynamiques, etc. Donc, on veut garder cette logique. Maintenant, on sait bien que dans certains cas, justement dans une logique de simplification de l'accès pour l'utilisateur, notamment en mobilité, par exemple, tu vois, des fois, je veux juste faire une saisie rapide. Je voudrais pas avoir besoin d'appuyer sur choisir mon espace de travail, choisir ma table. Une fois que je suis dans la table, faire plus. Trouver le moyen de simplifier ça en faisant des sortes de raccourcis, en disant, ben voilà, je peux directement arriver au bon endroit. Donc ça, c'est déjà possible en mode expert Time Tonic et c'est pas encore disponible pour vous, pour tout le monde, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux dont je parlais il y a quelques secondes, de fonctionnalités qui vont permettre de vraiment customiser l'expérience utilisateur premier démarrage, où je peux arriver directement au bon endroit et avec un formatage de l'affichage qui correspond plus, c'est-à-dire plutôt que seulement des champs l'un derrière l'autre, je vais pouvoir personnaliser la présentation pour la rendre la plus simple à utiliser et la plus facile à comprendre. Donc ça, c'est le premier. C'est vraiment sur de la mobilité. Et on a une même logique sur la partie web aussi, où effectivement, petit à petit, on va permettre de simplifier et donc un peu comme les vues miroirs, isoler certains aspects, mais aussi pouvoir encore un peu plus customiser la présentation et l'accès. Donc on va petit à petit vers ça. Avec une logique toujours que ce soit simple et rapide et que la priorité reste sur la donnée. Mais c'est sûr que petit à petit, on a régulièrement des demandes là-dedans. Mais c'est toujours encore une fois dans une logique de dire je peux simplifier. Il y a un deuxième besoin qui va avec cet aspect de simplification et de personnalisation sur lequel on travaille. C'est le côté
branding, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui c'est pour des applications plus internes, de gestion interne, mais quand ça commence à s'ouvrir plus vers l'extérieur, la notion de marque est importante. On a des clients qui nous disent, ben voilà, je voudrais que mon utilisateur puisse s'inscrire et tomber directement dans son espace. Donc on a, nous, dans les vues miroirs, on peut créer un espace, mais c'est un compte TimeTonic. Donc il faut que demain, ça puisse être, moi je suis monsieur XYZ et ma cliente veut s'inscrire, elle s'inscrit, elle tombe directement dans mon espace de travail. Donc il y a la notion de login, mot de passe et email et de rappel, etc., qui doit être du coup à la marque de l'utilisateur. Il faut que la page d'accueil corresponde et que je tombe directement dans mon espace, mon extranet, mon application SaaS de gestion des copropriétés, j'en sais rien, que ça puisse être du coup à la marque, soit de l'entreprise quand c'est pour un accès à ses propres utilisateurs et clients, soit pour quelqu'un potentiellement à terme qui veut créer une plateforme B2B SaaS verticale sur un métier. Voilà. Dans la logique, on doit pouvoir aller jusque-là avec cette autonomie de dire, voilà, en quelques heures, en quelques jours, je peux créer ces portails clients ou ces applications B2B SaaS, y compris avec sa propre marque. Donc ça fait partie des évolutions qu'on a en tête. Et il y a déjà des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, souvent, on fait des premiers features, c'est il faut encore un dev qui le fait, qui va s'en occuper derrière, parce que les paramètres sont pas encore accessibles au niveau front, parce que justement, il faut que ce soit facile à paramétrer. Mais par exemple, aujourd'hui, on sait faire des formulaires dont l'URL est plus TimeTonic Forms, etc. C'est le formulaire du client. Donc ça, on sait déjà faire. On le fait déjà pour certains clients. Du coup, l'expérience utilisateur c'est un formulaire qui appartient à mon entreprise. Et la deuxième étape, ça va être vraiment aussi le site, l'application TimeTonic. Quand tu vas te connecter, tu pourras dire j'ai accès à un espace miroir, mais qui en fait sera isolé. Et ça deviendra une vraie application pour l'expérience utilisateur, soit un portail, soit une plateforme B2B SaaS dédiée. Donc ça fait partie des choses. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Marc-Olivier, en termes de philosophie. Oui, tout à fait. Ouais, c'est tâché. Et puis, bien sûr, le côté, on en parlera sûrement, mais le côté IA, c'est-à-dire que clairement, les agents, les chats, pouvoir soit interroger, soit pouvoir même modifier des données, sans parler même de la structure, créer ses propres applications, c'est 3 aspects différents, mais pouvoir dire tiens, où on en est sur tel projet, est-ce que tu peux changer, noter j'ai passé 3 heures sur ça, et en même temps tu rappelles au client que je le rappelle la semaine prochaine, et tu me modifies le statut en cours, et que tu puisses faire ça en langage naturel. C'est dans notre roadmap. C'est déjà des choses sur lesquelles on travaille. Pouvoir entraîner des IA avec ses propres données, pouvoir interroger, pouvoir modifier. Et ça, c'est de l'interface, mais c'est plus du WYSIWYG. C'est là, encore une fois, pour moi, la force d'une plateforme comme TimeTonic par rapport à des plateformes avec tout le mérite qu'elles ont, les Bubble, les WeWeb, etc. C'est génial, mais le cœur, c'est son information. Donc, pour nous, c'est extrêmement important de penser d'abord à j'ai de la donnée, j'ai du contenu, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Je ne vais pas te contredire sur le fait que le back-end, c'est la vie. Ça, je suis d'accord. Tout ce qui est base de données, clairement, c'est vraiment important, c'est sûr. Mais le but du front de TimeTonic, c'est aussi d'être plus un back-office, même s'il y a plusieurs utilisateurs qui vont se connecter dessus, on va dire c'est plus des gens qui vont se connecter dessus et voir la donnée. C'est un peu le but de la partie front de TimeTonic. C'est bien ça. On va dire, parce qu'il y a des outils un peu qui sont ouverts pour faire des marketplaces et tout ça, mais c'est un besoin différent, je trouve. C'est un besoin très, très verticalisé. Je pense qu'il y a des besoins, comme c'est sûr que les marketplaces ou les Shopify, où tu peux créer c'est des besoins très, très précis. Et là, il y a une vraie expertise à avoir. Il y aura toujours des cas d'application verticale
pure sur des secteurs donnés où une approche comme TimeTonic pourra être un peu plus longue à mettre en place. Cela dit, je pense qu'à terme, on aura aussi la possibilité d'avoir des verticales TimeTonic customisables en quelque sorte. On reste vraiment sur le cœur plateforme générique, mais parce que le besoin est tellement gigantesque et la force est tellement forte, quand on voit qu'on peut digitaliser des dizaines de processus dans une entreprise, c'est tellement merveilleux de voir le feedback de nos clients. Quand un client qui depuis des années essaie d'installer une plateforme et qui marche pas, et qu'ils ont déjà dépensé des millions à essayer d'intégrer une plateforme extérieure, et qu'en 3 semaines, ils ont pu faire tout par eux-mêmes et sauver des choses qui n'ont jamais été vues dans les grandes entreprises. En fait, tu vois, évidemment, tu as le tableur quand c'est des besoins perso, mais quand tu dois gérer des milliers d'utilisateurs sur des besoins complexes avec de la validation, des workflows, des documents, de la scalabilité, de la traçabilité, de la sécurité, et que tu arrives à faire ça avec la même autonomie, la même simplicité quasiment qu'un tableur, c'est révolutionnaire dans les grandes entreprises et les grandes administrations. Donc, ça reste, c'est vraiment magique de pouvoir donner cette flexibilité. Et encore une fois, comme j'ai vu le petit message de Julien, data is king, clairement, cette approche est très importante. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que si tu avais une fonctionnalité de TimeTonic dont tu es le plus fier, en fait, ça serait laquelle? C'est une question pas forcément simple. Si tu en as 2, ça passe encore, mais vraiment, celle dans laquelle voilà, vous êtes le plus fier, soit qui est existante, soit qui va arriver demain. Peut-être ça peut être éventuellement aussi, mais bon, ça arrive bientôt dans ce cas-là. Il faut que ça arrive bientôt. Écoute, j'en ai plusieurs qu'on aime bien. Je pense tout récemment, on aime beaucoup le Smart Text. Il y a encore des petits défauts de jeunesse, mais ça va dans cette philosophie. Et donc moi j'aime bien ça, de pouvoir donc créer du contenu qui potentiellement avec un permalien devient d'ailleurs une page de contenu partageable, avec des tableaux, avec des données, donc et petit à petit de plus en plus de vues TimeTonic qui vont venir vers des Smart Pages. Alors je ne devrais pas en parler tout de suite parce que c'est pas encore demain. Donc si tu veux les choses qui existent, Smart Text. On aime beaucoup, honnêtement, fierté, c'est l'application mobile offline. C'est extrêmement complexe. Je peux t'assurer, mais qu'encore aujourd'hui, on se casse les dents parfois dans des cas, mais c'est vraiment pas simple. Ça paraît, on peut dire c'est simple, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de complexité pour s'assurer que c'est toujours fonctionnel, que tu puisses fonctionner avec des images, avec du contenu, avec des vues conditionnelles, avec des filtres locaux. Enfin, il y a plein de critères qui doivent être dans l'application mobile, qui doit donc être autonome pour fonctionner. Donc ça, on en est extrêmement fiers. C'est une très, très grosse force de la plateforme sur tous les besoins en mobilité. Troisième chose dont on est vraiment fier, c'est honnêtement, c'est plus la philosophie, je pense, l'approche data first, c'est-à-dire de dire, c'est la donnée qui prime. Je suis ravi de savoir que, tu vois, 10 ans après, ça reste la bonne approche. Et quand on voit encore une fois l'arrivée de l'IA, de dire, en fait, oui, que j'y accède en chat ou que j'y accède avec un beau Kanban ou que j'y accède via mon application mobile, c'est l'important, c'est l'information. Donc, je pense que cette philosophie, cette approche qui donne dont le but est de rendre la vie simple pour les équipes et de pouvoir gérer leurs propres informations, créer leurs propres outils facilement. Je pense que ça, ouais, je suis vraiment très très fier. Et alors je vais en dire un dernier, peut-être, c'est honnêtement, ça c'est une fierté, c'était pas vraiment prévu initialement. C'est tout le travail que, alors c'est évidemment, mais en fait, ce que vous faites, moi, je trouve ça extraordinaire. Et honnêtement, quand j'ai créé TimeTonic, jamais j'étais plus dans une entreprise, encore une fois, dans une logique entreprise, B2B, etc. C'était, je réponds aux besoins de mes clients, je fais le produit, puis je le vends, et puis je fais l'intégration. Et au début, je me souviens d'un premier client, partenaire, il dit Jean-Michel, mais j'aimerais bien
pouvoir faire moi-même et le vendre à d'autres. Dire, ah ben non, si tu vas nous prendre du business, non, non, on veut garder le contrôle, etc. Donc, ça, je suis fier ou pas fier, parce qu'au début, je n'ai pas capté, en fait. Et en fait, vraiment, maintenant, je suis tellement fier de savoir que la plateforme plaît à des personnes qui veulent en parler, qui veulent le faire connaître et qui apportent leur force et leur intelligence et leur expertise pour à la fois faire progresser avec tous les échos, mais aussi bien sûr avec l'intelligence d'apporter vers les utilisateurs, les clients, leurs clients. Et ça, je trouve ça super. Et pour moi, c'est très récent. Ça fait quoi, 1 ou 2 ans maintenant qu'on a vraiment ouvert cette optique-là de partenariat, de self-onboarding, etc. Et c'était pas, voilà, je suis pas fier de dire que c'était pas du tout dans le plan initial. Donc c'est la demande et c'est la valeur qui s'est créée. Et maintenant, je trouve ça extraordinaire. Et je dis à mes clients, à mes équipes, c'est un peu comme aujourd'hui, on a la plateforme, on a la vente directe, on a nos grands clients qui nous apportent des gros projets. Et c'est un peu, je dis qu'on est sur un bateau, c'est un peu, on a des grandes voiles. Et ça se développe super bien. On a une superbe traction. On a pris, évidemment, je donne souvent l'exemple qu'une start-up, c'est comme vouloir découvrir un passage derrière, en dessous de l'Amérique du Sud pour aller de l'autre côté, mais personne connaît le chemin. Donc évidemment, on fait des allers-retours, on se trompe, on passe un premier bras de rivière en pensant que c'est le passage, mais pas du tout. Bref. Donc un bon bateau et des grandes voiles, c'est super. Mais maintenant, je pense que j'aime bien dire, tout ce qu'on a de self-onboarding, des partenariats, etc., c'est un peu comme tout d'un coup, on met des foils en dessous du bateau et puis on décolle, en fait, et on va beaucoup plus vite. Et c'est magique. C'est magique. Donc voilà, ça répond à ta question, Marc-Olivier. Je suis très fier de ça, et même si ce n'était pas mon idée originale, mais je suis vraiment ravi et je suis tellement contente que ça se produise. La force de la communauté, quelque part, quoi. C'est vrai. Exactement. Un peu comme celle de No Code France à une autre Absolument. échelle. Tout à fait. On a une on n'y question pense pas parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en tant que tel, enfin qu'on a vraiment une action, enfin même si on fait des actions qui vont dans ce sens-là, mais je veux dire c'est quelque chose qui vient à soi plus que. Ouais, absolument, absolument. Et parfois, je dis initialement je résistais, mais finalement, mais non en fait, mais non. Mais c'est pas simple de laisser aussi la main aussi à des partenaires, enfin plus ou moins la main, mais au moins laisser une certaine liberté sur certaines choses qu'on ne maîtrise pas et qui ne restent pas en interne. C'est un choix pas facile, je pense. Non, et puis et là je vois le message de Julien, ouais, absolument. Je veux dire, c'est une grande fierté justement de voir que ça plaît et que les gens ont envie d'en parler et que ça apporte de la valeur, du coup du business aussi. Tout le monde y gagne et on a envie que ça soit là, que ça puisse apporter de la valeur et monétaire et de productivité et d'autonomie à un maximum de gens, clairement. Oui, parce qu'on parle souvent d'expérience utilisateur, mais de notre côté, il y a aussi l'expérience développeur qui va compter et qui va aussi influer sur le fait qu'on a envie de travailler avec le produit, on a envie de le proposer au-delà de la fonctionnalité de ce qu'il peut rendre. Je pense que la communauté elle se crée aussi en fonction de votre façon de faire, de façon de discuter, de façon tout ce qu'il y a autour. On se reconnaît ou pas là-dedans, mais moi qui viens du métier, je me reconnais beaucoup avec vous, avec les personnes de votre équipe, parce que on a cette approche métier et moi je l'ai aussi, donc on crée des liens, on a une vision un peu commune quoi en fait de ce qu'on aimerait dans le no-code et c'est ça qui se crée et qui donne de l'engouement aussi, je pense. Ouais, absolument. Et puis ça va avec quand même un peu les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire de donner de la qualité, de l'innovation, de donner de l'autonomie, et puis de penser au succès de nos partenaires, au succès de nos collaborateurs, au succès de nos clients. Et c'est un moyen de remplir ça, parce qu'on apporte de la qualité, on apporte de l'autonomie, on apporte du succès, donc c'est super. On avait une question de Xavier qui était restée en suspens. Je ne sais pas, Martial, si tu peux l'afficher. Tac, ouais. C'est quoi pour toi donc le profil d'un bon user TimeTonic ?
Alors, il y a deux users, un peu comme on disait. Il y a les makers, ceux qui vont créer à partir de TimeTonic leurs outils internes. Et ensuite, il y a qui va être le récipiendaire, hein, qui va l'utiliser au quotidien. Je pense que celui qui va l'utiliser au quotidien, ça peut être à peu près n'importe qui dans une entreprise. Alors, sachant qu'encore une fois, on n'est pas tellement sur des besoins grand public et on n'est pas tellement sur des besoins commerce, effectivement, et ni financiers. On n'est pas très bon sur, et c'est pas la vocation, on n'est pas sur des aspects de comptabilité ou de gestion de la paye, des outils où d'ailleurs il vaut mieux ne pas avoir trop de flexibilité. Il vaut mieux que ça soit relativement bien figé dans la logique, donc la valeur ajoutée du no-code est un peu moins forte. Mais sinon, le bon profil, c'est d'abord quelqu'un qui aime, qui a envie d'autonomie, quoi, qui a envie de faire. Et c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui disent non, moi voilà, explique-moi comment ça marche, mais je veux pas du tout en faire plus. Et ça, c'est pas tout le monde. C'est pas ni positif ni négatif. Hein. C'est de la même manière que un entrepreneur. Je me suis rendu compte, une entrepreneur. Il faut avoir envie quand même, hein, parce que tu prends des risques, tu travailles les soirs, les week-ends, tu vas mettre ta famille, tu mets ton argent en jeu, puis tu peux perdre ta chemise. Moi, j'ai un copain qui s'est suicidé, qui était un entrepreneur. C'est vraiment un métier qui est vachement risqué, en fait, hein, quand on prend des risques et en plus. Donc, c'est une philosophie entrepreneuriale. Là, quand on est maker, on prend, entre guillemets, dans l'entreprise, etc., c'est moins, on prend moins de risques et au contraire, on se donne l'autonomie de pouvoir faire des choses par soi-même. Mais ça correspond pas à tout le monde. Et donc, le bon profil, c'est quelqu'un qui a envie de faire, qui a quand même un esprit organisé. Parce que nos codes, c'est comme on dit pour le code, on peut faire du spaghetti code, on peut aussi faire du spaghetti no code, peut-être encore plus facilement parce que comme on peut faire beaucoup de choses, on peut aussi faire un peu n'importe quoi. Donc si on n'a pas une bonne organisation, une bonne capacité à savoir à mettre même au minimum dans sa tête bien structuré comment on veut fonctionner, on va avoir du mal. Donc des gens qui aiment que les choses soient bien organisées, ça aide beaucoup. Et puis voilà. Et puis l'envie, je crois, de faire pour les autres aussi. C'est-à-dire un bon maker, il pense à l'organisation, il a envie de faire, mais il pense aux utilisateurs. En fait, le besoin, on va le décortiquer, comment vous travaillez, que ce soit nous-mêmes, entre guillemets, en tant qu'utilisateurs à la fin, mais quelqu'un qui pense métier, et ça, encore une fois, ça peut être le genre du métier eux-mêmes qui font, mais voilà, qui pense métier ou qui a l'expertise métier, c'est très intéressant, très important. Donc, quelqu'un qui combine les trois d'envie de faire, de capacité d'organisation et de compréhension métier et d'envie de répondre aux besoins métiers, c'est sont des bons critères pour être des vrais champions timetoniciens. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans notre besace? Il y a une question un peu peut-être, on a beaucoup parlé de TimeTonic aussi, mais du coup, si on va un petit peu au-delà, quels sont les outils, ou les outils qui vous inspirent et quel est votre outil no-code préféré en dehors de TimeTonic? En dehors de TimeTonic. Alors, c'est sûr qu'on suit quand même pas mal la concurrence. On voit les Monday, on voit les SmartSuite, on voit les Airtable, donc les logiques de plateforme avec une approche un peu plus data first. Donc ça nous inspire, on suit quand même ce qui se passe et on se compare avec plaisir parce que finalement on n'en a pas à rougir de tout ce qu'on fait. Mais ce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, moi, c'est Make. Alors du coup, on n'est pas encore officiellement partenaire et natif avec Make, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'en plus, ils sont arrivés après Zapier et puis maintenant, on a l'impression qu'ils ont quand même une dynamique qui fait que, et donc, je trouve intéressant de voir que voilà, on peut avoir une approche qui paraît différente et puis finalement prendre une position assez dominante aussi. Donc ça me stimule et en plus je trouve qu'ils font vraiment des choses bien. Donc ça c'est un peu les choses qui
qui me stimule aujourd'hui de regarder un peu ce type d'approche. Au niveau au quotidien, moi, il y a un outil que j'ai mentionné plusieurs fois, mais que j'utilise encore énormément, c'est Excel. J'adore Excel. Je suis un grand fan d'Excel. Et donc, et effectivement, moi j'adore cet exemple que je donne toujours quand on écoute l'interview de Steve Jobs qui explique le succès de l'Apple II initialement, et ça a été l'arrivée des premiers tableurs de VisiCalc, en fait, qui a donné l'autonomie aux gens de faire des choses par eux-mêmes. Enfin, c'était une révolution à l'époque, et ça reste aujourd'hui extraordinaire. Moi, vraiment, on peut faire tellement de choses dans Excel, et au quotidien, tu l'utilises pour plein de choses. Souvent plus ponctuel ou justement plus pur financier. Et donc voilà, c'est un outil no code sous-estimé et qui se compare très bien à TimeTonic quand on veut pas faire la même chose. Et effectivement, quand évidemment, comme je sais pas Marc-Olivier que je vais expliquer tous les avantages de TimeTonic par rapport au tableur, mais qui fait un superbe comparatif. Mais ça se complète en fait. Exactement, voilà, absolument. Et ce qui est le danger, c'est de vouloir faire du Excel avec TimeTonic ou l'inverse, et vouloir faire des bases de données, des applications avec du Excel, on va dans les murs dans les deux cas. Et quand on utilise le bon outil pour la bonne chose, c'est vraiment super, donc ça se complète bien. Et d'ailleurs à tel point que dans TimeTonic, on peut aussi exécuter de l'Excel pour les calculs. Donc, ça fait aussi partie des avantages de TimeTonic que j'aime bien rappeler, parce que c'est vrai que j'adore. Voilà, mon outil préféré no code, ça reste Excel. Après, c'est vrai que les vues tableau croisé dynamique sont quand même super pratiques. Ouais, et puis tu vois, tu peux quand même organiser quand tu veux. Tu peux faire des sommes un peu partout. Tu peux mettre 3 notes dans un coin. Enfin, la présentation est beaucoup plus lâche, entre guillemets. Il y a moins de structure, donc du coup moins de rigueur et du coup moins de capacité à faire une plateforme complète, évidemment. Mais quand on a besoin pour des questions beaucoup plus limitées, ça reste extraordinaire, quoi. Alors là, tu nous as bien expliqué juste avant ta fierté envers certaines fonctions de TimeTonic. Est-ce qu'il y en a une pour laquelle justement tu serais moins fier, ou alors tu dirais c'est vraiment cassé la tête pour la mettre en place? Alors, tu nous as déjà un peu parlé de l'application mobile, donc si on a un petit peu... du coup, on l'a remplacé. Maintenant, on a des vraies applications mobiles natives iOS, applications natives Android. Donc, on a remplacé cette première version Cordova depuis longtemps par du vrai code en Java ou en Caroline et en Objective-C et Swift pour les applications. Donc maintenant, on est extrêmement fiers de l'application mobile. Je n'aurais pas laissé une mauvaise impression sur notre application mobile. Au contraire. Et en plus, avec les évolutions dont je parle, qui vont permettre de raccourcir, simplifier et améliorer l'expérience utilisateur, ça va être vraiment fabuleux. Mais sinon, voilà, c'est deux choses dont je suis pas spécialement fier, en fait, finalement, parce que l'idée originale, c'est dont je vous parlais au tout début, c'est-à-dire que l'envoi par SMS, en fait, ça n'a jamais vraiment pris. Et en fait, ça marche toujours, mais personne n'utilise. Même moi, j'avoue, je l'utilise plus. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, je l'utilise quasiment plus. Et en fait, ça a été quand même assez complexe à mettre en place. Mais c'était le tout début. C'était dans la philosophie. Et finalement, c'était pas le meilleur produit au monde comme ça, mais ça a permis de donner la prochaine version. Et c'est pas parce que le tout début est pas parfait que si l'idée ou la vision ou là où on veut aller va bien, comme je disais, on prend un bras de rivière, merde, c'est pas le bon. Si on a le courage de revenir en arrière puis de continuer à longer la côte, il fait de plus en plus froid. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir assez à manger? J'en sais rien. Je continue, je reprends un autre bras et on essaie autre chose. Mais l'objectif, c'est d'aller de l'autre côté de ce continent et d'aller voir s'il y a des trésors dans le Pacifique. Si on a les moyens, si on a l'énergie, si on a les soutiens pour y arriver, ça vaut la peine de faire des erreurs et de tester des choses, quoi. Il ne faut pas s'arrêter aux premiers échecs, quoi. Et du coup, quelles sont les 3 prochaines îles, ou les futures étapes, on va dire, dans le produit vers lesquelles vous voulez nager ou aller, quoi?
Alors, il y a une grosse partie, j'en ai parlé déjà, c'est toute la partie sécurité, scalabilité, HDS, Sectum Cloud. Donc ça, c'est les trucs cœur qui sont... et au niveau performance aussi, on a ce qu'on appelle maintenant en place des optimisations de multibase où on peut permettre de séparer vraiment les bases de données complètes de nos clients pour isoler en termes de sécurité et de performance. Et donc, ça, c'est assez magique. On peut gagner parfois x2, x3, x5 la performance aussi, et ça permet de répondre à des problématiques sécurité client importantes. Donc ça, c'est plus scalabilité et back. Au niveau IA, c'est voilà, gros sujet. On en a parlé un petit peu. Je pense que on n'a pas assez de temps pour investir dessus, et puis on a une problématique RGPD très importante. Donc on veut, comment est-ce qu'on protège les données de nos clients, comment on s'assure que si on entraîne, ça reste ici, que ça va pas partir à gauche et à droite, et qu'on va pouvoir vraiment protéger. Ce qui fait qu'on a déjà fait 2 étapes importantes, c'est la possibilité de poser des questions sur l'utilisation, et puis de mettre les automatisations natives avec Mistral et avec OpenAI directement dans les automatisations. Donc ça marche super bien, et on a déjà des super cas d'usage. Mais les étapes d'après, on va un peu plus lentement à cause de ces problématiques pures de sécurité de RGPD. Et puis après, je te disais, au niveau front, on a des améliorations au niveau de la personnalisation, notamment sur le mobile, notamment sur des aspects de portail, etc., qui sont un peu dans les tuyaux là, pour en plus de plein de petites choses demandées par les timetoniciens, les nouvelles formules, des automatisations sur les triggers et pour simplifier les intégrations, le make, etc. Donc voilà, des entre guillemets petites améliorations, même si elles vont apporter beaucoup au quotidien, qui restent dans notre flux continu de choses qu'on veut faire pour améliorer le produit. Justement, là-dessus, enfin, comme tu en as parlé dans le côté HDS, on s'est tous posé la question, c'est le côté HDS ou Sectum Cloud. Hein. Qu'est-ce que ça change pour vous? Enfin, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Parce qu'on ne se rend pas du tout compte, nous, de l'enjeu qu'il y a derrière et puis ce qui vous est demandé, quoi. Si tu pourrais expliquer un peu tout ça pour qu'on comprenne un peu mieux. J'imagine que c'est assez lourd, mais sans savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Pour vous donner une idée, Sectum Cloud, nous, on estime c'est un investissement de plus de 500 000 euros en termes de coûts de personnes, de temps, d'experts, d'audit, de conseils extérieurs, de type de plateforme qu'on utilise sur le back, d'hébergement, etc. Rien que pour la migration, en fait, pour être prêt à ça. Et ensuite, ça augmente, ça va quasiment doubler nos coûts au quotidien d'infra. En termes de redondance, sécurité, de type d'hébergement qu'on utilise, de contrôle, etc. Donc c'est quand même un gros investissement pour une boîte comme la nôtre. Et ça implique de devoir aussi embaucher des personnes qui sont un peu plus dédiées à ça, alors que normalement, la beauté du SaaS, c'est que on utilise des hébergeurs. En gros, c'est assez simple. Hein. Tu te connectes, tu mets tes trucs, et puis voilà, tu peux commencer à utiliser. Là, ça demande, on commence à avoir besoin d'avoir des gens dédiés DevOps, dédiés sécurité, et du coup, ça coûte cher, et c'est des profils aussi un peu différents. Mais c'est voilà, tu rajoutes. Pour nous, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça ajoute de la valeur à certains de nos clients. On travaille de plus en plus dans des grands comptes publics. Et dans les hôpitaux, dans les ministères, dans les régions, etc. Et ça a beaucoup de valeur. Et puis en fait, à la fin, cette valeur, elle bénéficie à tout le monde parce que tu as plus de sécurité, plus de scalabilité, plus de souveraineté sur ce que tu fais, et tout le monde en bénéficie aussi. Top. Il y avait une question de Xavier aussi. Je ne sais pas si tu peux la mettre, Martial. Je vais l'afficher, oui, j'attendais. Ouais. Du coup, je ne suis pas un utilisateur de TimeTonic, mais du coup, ma question, même si j'y vais quand même. À quel point on a la main sur la base de données TimeTonic, et est-ce que je peux souhaiter gérer mes index, mettre des données en cache, etc. Alors, pour le coup, on n'a pas énormément la main, c'est-à-dire que l'objet, on a la main globale sur TimeTonic, c'est-à-dire que
peux créer autant de champs que tu veux, autant de vues, de filtres, de tri, des API, etc. Donc, tu as la main totale et ça se fait sans programmation. C'est-à-dire que c'est pas pour les développeurs, c'est pas besoin d'être un expert base de données, de connaître du SQL ou de pouvoir faire des joins en base. Donc, tout ça, ça se fait, c'est totalement transparent. Tu crées un lien, tu peux insérer champ, lien vers la table client depuis la table email. Tu veux connecter un email, bah justement, tu vas faire connecteur serveur IMAP et puis pouf, les emails vont commencer à rentrer dans ta base de données. Donc tout ça, c'est TimeTonic. Maintenant, c'est pas toi qui gères effectivement les index. Nous, on s'occupe de tout. Et la performance est très bonne et ça fait partie de la puissance de la plateforme justement de pouvoir faire un rendu extrêmement rapide avec des millions de données. Donc on s'occupe nous-mêmes du cache, on s'occupe nous-mêmes de ce qu'on appelle le lazy loading. C'est-à-dire quand tu affiches une partie de données, ben, tu n'as pas besoin de tout charger, tu vas le charger au fur et à mesure de l'utilisation de l'utilisateur. Et sans avoir besoin de faire next, tu fais juste scroller naturellement et puis ça se rafraîchit. Donc on s'occupe de tout ça pour que ce soit le plus simple et le plus transparent pour l'utilisateur. Aucun besoin de gérer des problématiques d'index, des problématiques de cache, tout est fait par TimeTonic. Par contre, ce qui est pas mal aussi, qu'on n'a pas dans les autres outils, il me semble, c'est qu'on peut définir des clés multiples. Ça rejoint. C'est peut-être pas des clés primaires derrière en termes de base de données, mais en tout cas, d'un point de vue métier, on peut être sûr que l'enregistrement est unique par rapport à autant de colonnes qu'on veut, quoi, et pas seulement une seule. Ça, c'est bien. Je sais pas si Xavier, tu savais qu'on pouvait faire ça, mais. Oui, effectivement, pouvoir définir des clés uniques sur plusieurs critères, ce qui est intéressant pour l'import aussi, parce que on peut faire des imports avec refresh et du coup ne pas dupliquer les données ou ne pas créer des nouvelles lignes, mais seulement pouvoir automatiquement associer des données que tu importes avec des données qui sont dans ta base au bon endroit. Donc ça permet, et puis tout ce qui est les valeurs conditionnelles, les visibilités conditionnelles, le read-only conditionnel, les champs obligatoires, etc. Donc on essaie de rendre ça le plus complet possible, tout en masquant la complexité de l'expertise base de données. Est-ce qu'on a droit à une dernière question ou pas? Parce que par rapport au timing, on commence déjà peut-être un petit peu. On a un peu dépassé, il n'y a personne derrière, donc après. Là, si Jean-Michel, tu as encore 5 minutes à nous accorder, est-ce que tu dois Bien sûr, aucun problème. Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, il y a une partie, c'est les automatisations. Ouais, je pensais à ça, oui. Une partie importante, aussi pour nous en tant que maker. Ouais. C'est quoi un peu comment vous voyez les choses et quel est le futur là-dessus? Ouais, alors effectivement, je me souviens à l'époque, quand on avait en 2018, je pense, on a fait un tour de table avec des investisseurs avec une plateforme qui s'appelle WeSeed et qui a permis à quelques centaines de personnes de devenir actionnaires en mettant des petits montants. C'est une plateforme de crowd equity funding. Et on avait en même temps, en parallèle, on discutait avec certains fonds. Et on avait vu un premier fonds et à l'époque, un des fonds, il nous disait qu'on on peut créer du no-code en quelques heures, quelques jours, on peut créer des applications. Puis là, ils étaient là, c'est incroyable. Et il disait comment ça marchait. Et puis là, il disait on a l'approche data first, on crée les bases de données, puis le front, ça se crée tout seul à partir de différentes vues qui sont préétablies. Et là, ils m'ont dit et les automatisations. Je dis un programme, c'est aussi du calcul et des automatisations. Je dis calcul, là, on a de l'Excel intégré. Donc, c'est déjà prévu. Mais les automatisations, il faut utiliser une plateforme externe. Il m'a dit, c'est quand même une grosse limitation si vous n'avez pas les automatisations natives parce que une vraie application, il y a ça aussi, quoi. Il y a des règles, de choses qui se font tout seul. Et puis, on voit évidemment en termes de besoins de paramétrage, de besoins d'utilisation, c'est assez magique maintenant. Donc voilà, on était ravis de mettre en place nos premières automatisations. On le fait évoluer de plus en plus et j'en ai parlé un tout petit peu, mais clairement, les triggers et les déclencheurs avec les webhooks qui puissent alimenter les automatisations et d'être beaucoup plus riches. L'intégration Make qui va venir aussi pour pouvoir supporter aussi la force de l'externe. Après, on a un certain nombre d'autres automatisations qui sont prévues. On en a, alors je sais pas dans quelle mesure on peut en parler encore, mais c'est des automatisations pour essayer de simplifier un peu. Parfois,
Aujourd'hui, on utilise des champs internes. Par exemple, tu dois utiliser le champ Autodoc. Tu pourrais aussi te dire, je voudrais le mettre directement dans l'automatisation plutôt que là, ou pouvoir mettre la date et l'heure directement sans utiliser un champ last modified. Enfin, il y a des petites choses où on va rendre un peu plus visible. On a aussi tout ce qui est automatisation d'import-export avec des règles comme en Unix cron avec des planifications. Tu vas pouvoir planifier des tâches à des dates externes, soit pour des tâches, soit pour des imports-exports. On peut déjà le faire par FTP. Alors pour le moment, c'est encore à la main de Timetonik seulement, mais ça sera bientôt ouvert à tout le monde, où on peut programmer des imports-exports FTP, par exemple, à des heures très précises. Et donc, cette notion de planification qui va avec, un, les dates précises, et deux, des automatisations pour aussi du récurrent. Donc, c'est cette aspect gestion du temps, pour le coup, qui va bien avec Timetonik, bien sûr, de pouvoir mettre en place ce type d'automatisation. Il y a une partie, encore une fois, qui est déjà en place, qui sont cachées dans d'autres champs. Il y a une partie qui sont qui sont utilisables déjà, mais il faut nous demander, c'est par exemple les FTP. Et ensuite, tout ce qui est planification et récurrence qui vont être rendus plus faciles avec des automatisations dédiées. Ça fait un programme bien chargé tout ça. Hein. Eh oui, tu vois, c'est fou, tout ce qu'il y a dedans, il y a déjà tellement, on nous dit déjà tellement, il y a tellement de choses en Timetonik, et puis tu vois, il y a toujours des demandes, mais quand est-ce que j'aurai ça, quand est-ce que j'aurai ci, c'est très riche, c'est vraiment super de pouvoir avoir ça. On se rend compte de tout ce qu'on peut déjà faire et tout ce qu'on pourra faire en plus avec ce qui arrive en termes d'interface, d'automatisation, d'IA, de nouvelles fonctionnalités. C'est assez génial d'avoir un produit comme ça qui donne autant de plaisir à la fois de réponse aux besoins clients, puis aussi quand tu es ingénieur, tu as le plaisir de concevoir des produits, de réfléchir et de faire évoluer et tout ça. C'est intellectuellement très, très riche, très stimulant. C'est fou, c'est vu la taille de l'équipe, je me dis c'est quand même impressionnant, quoi. Enfin, que vu toutes les fonctionnalités qu'il y a déjà, enfin après il y a les années, mais quand même, quoi. Enfin, c'est impressionnant vu la taille de l'équipe. Je dirais comme ça, ne m'y connaissant pas du tout dans le métier, mais je me dis c'est impressionnant au nombre de personnes, quoi. Ouais, non, j'avoue que c'est assez impressionnant. Et on a la chance maintenant d'être aussi profitable, donc de grandir avec la taille de nos clients, etc. Mais c'est vrai que voilà, on commence à être de plus en plus sollicité pour des gens qui veulent investir. On pose la question là si on va pas refaire éventuellement un moyen d'accélérer un peu plus vite, recruter un peu plus. Voilà, ça fait partie des choses un peu ouvertes en ce moment. Parce que c'est vrai que on a des nuits courtes parfois et un peu fatigué. Tout le monde est et voilà, il y a eu des périodes assez stressantes et on est bien monopolisé, bien sollicité pour faire beaucoup de choses. Donc mais voilà, il faut rester réactif, faut rester dynamique. Il ne faut pas non plus devenir un truc qui va trop vite, trop loin, et ensuite devoir couper 300 personnes derrière, comme d'autres ont fait il n'y a pas tellement longtemps. Ouais, justement, on en parle un petit peu de développement. Nous, on connaît, les exemples que tu donnes, c'est des exemples de clients français. Est-ce qu'il y a un peu une vue à l'international, une volonté ou des pistes? Oui, alors clairement oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a ça vient plus de nos clients eux-mêmes. On a un petit peu de clients en Suisse, on a un petit peu de clients en Belgique, donc ça reste francophone. On en a aussi à l'extérieur qui sont alors on en a au Sénégal, on en a au Canada, on en a au Brésil, on en a en Chine. On en a sûrement d'autres, j'oublie. Donc on commence à avoir des clients, mais souvent c'est plus des excroissances de clients qui nous connaissent ou de gens qui nous connaissent déjà. C'est pas du développement commercial sur ces activités.
On avait testé un peu sur le Canada. Malheureusement, on a dû arrêter parce que ça ne prenait pas pour 1000 raisons certainement. Donc, on avait dû arrêter cet investissement sur le Canada. Là, tu cherches une excuse pour y retourner, là. Voilà. Mais c'était voilà, ça n'a pas pris. C'est intéressant de voir comme les choses évoluent. Et c'est une dynamique aussi qui se met en place d'approche de clients, de partenaires, de tout ça. Et par contre, on commence à être sollicité maintenant, effectivement, de plus en plus pour des gros projets. Là, on le voit. On commence à avoir des appels d'offres de gens qui, voilà, pour équiper 100 000 personnes à l'international. Et donc, ça veut dire qu'on commence à avoir une certaine visibilité au niveau grand groupe. Et on commence à avoir des partenariats, comme là, on travaille sur l'intégration avec MEC, l'intégration avec WeWeb, WeWeb, pour le coup, qui s'est bien développé aussi à l'international, qui donne de la visibilité. On est aussi intégré avec Coupler.io, qui nous donne aussi de la visibilité sur certains accès externes. Donc, on va le faire. À quelle vitesse, je ne sais pas. Tout dépend un peu justement des moyens. Comme on n'a pas des millions en caisse, on ne peut pas aller plus vite que ce que nos clients nous permettent de faire. Et on a tellement à faire déjà pour nos clients. On a des clients qui passent de 20 à 700 utilisateurs en un an. Ils commencent avec 20 utilisateurs et avec un process ou une application, et puis 1 an et demi après, ils en ont 700 et 30 applications en cours. Et on a des clients comme ça qui grandissent, donc on doit les accompagner et on est ravis de pouvoir les accompagner. Et voilà, et on commence à avoir, comme on disait, maintenant c'est les directions aussi. C'est pas seulement les métiers qui se cachent un peu de la DSI, c'est aussi maintenant au niveau plus direction globale de Digital Factory, de DSI, direction d'innovation, direction méthode, outils dans les entreprises. Maintenant, on parle aussi de direction des ressources humaines, direction des achats. En fait, ça devient aussi une compréhension qu'en fait, on va pouvoir mettre en place une plateforme. Et on est au tout début de ça. Rien qu'en France, on est au tout début de ça et on accompagne aussi cette progression de la crédibilité, de la confiance dans l'approche et dans la plateforme. Donc voilà, on veut bien faire, on veut de toute façon s'assurer que nos clients sont contents et on ne va pas trop se devenir trop mince pour ne plus supporter correctement en allant trop vite à l'international. Mais ça fait partie des choses qu'on veut faire clairement un jour quand on aura un peu plus de moyens. De toute façon, l'international vient un peu à vous indirectement, de façon organique, et c'est déjà suffisant, quoi. Enfin... C'est vrai, absolument. Et c'est vrai qu'en en 2022-23, on s'était posé la question d'aller sur Product Hunt. D'ailleurs, on avait entrepris les démarches pour être un peu plus visible à l'international. Après, on a eu des petits soucis au niveau des équipes marketing qui fait qu'on s'est un peu cassé les dents. Et on a eu tellement de demandes au niveau de nos équipes en France, des time techniciens, des partenaires existants et des grands comptes qu'on rencontre de plus en plus que finalement, on s'est dit, quand on pourra le faire, on redémarrera un petit peu plus cet aspect visibilité internationale, mais un petit peu plus tard. Ouais, je trouve que c'est une bonne démarche d'y aller vraiment étape par étape, de bien asseoir les bases, plutôt que de vouloir griller les étapes. Il y a des enjeux, on voit avec HDS, avec Cloud et tout ça, enfin des enjeux déjà un peu, au moins européens, voire français, sur des secteurs un peu qui sont intéressants pour vous, j'imagine. Donc je pense que ça donne déjà des belles perspectives pour le futur, quoi. Et puis il y a une vraie carte au niveau business, une vraie carte à jouer, clairement. L'expert européen sécurisé qui est capable de fonctionner pour des grandes structures et également tous les freelances, les TPE, PME, mais qui est européen, ça fait une vraie belle carte à jouer aussi, une différenciation importante. Mais un jour, c'est sûr déjà, si on va voir d'autres pays européens, on parle de la Suisse, on commence à avoir des discussions en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Angleterre. Rien que ça va demander aussi
l'investissement, du travail, de la visibilité, des équipes dédiées, des thèmes-toniciens qui parlent allemand, qui parlent. Je ne sais pas si vous parlez. Jérôme, tu parles un peu allemand, toi? Non. Non. Et voilà, ça dépend du nombre de bières. Voilà. Oh, c'est top. Je pense qu'on. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Ouais. Non, on a posé toutes les questions qu'on voulait, hein, quasiment. Hein. Si je regarde dans le Smart Text, là, j'ai tout rayé au fur et à mesure. Top. Super. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir pris autant de temps pour répondre à nos questions, parce qu'on savait très bien qu'1 heure et demie dans ton emploi du temps, c'est déjà beaucoup. C'était un grand plaisir et c'est vrai que là on vient de terminer un appel d'offres, on a terminé à midi moins quart, donc gros projet qui est depuis pratiquement 3 mois, donc voilà, donc là relax. Merci beaucoup à tous les trois et puis bien sûr merci à tout le monde qui regarde, et s'il y a des questions n'hésitez pas à les faire passer ou à nous communiquer, c'est un plaisir de discuter toujours. Merci encore, à très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, une fois de plus, on a un petit peu débordé, donc on se donne rendez-vous pour le premier jeudi du mois prochain, donc qui est, que j'attrape un agenda, a priori le jeudi 6 juin. On n'a encore pas complètement défini le thème, donc à suivre. Si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, merci à tous d'avoir été présents. Et puis à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.